Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à cette rétrospective juridique donc qui va être ciblée sur les accidents de travail, maladies professionnelles. Et on va effectivement ici évoquer l'ensemble des faits saillants sur le plan juridique qui ont animé l'année 2025, en focusant bien évidemment sur les enjeux pour vous, employeurs, à l'horizon de cette nouvelle année qui a déjà débuté depuis un peu plus d'un mois. On va se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Monsieur Maxime Thomas, responsable développement associé au sein de la société Préventis, et je serai accompagné de Maître Julien Bourdoiseau. Bonjour à tous. Julien Bourdoiseau, je suis professeur des universités et avocat conseil. Je suis spécialisé dans les opérations d'assurance de personnes, que ces opérations soient la branche maladie, la branche AT-MP ou bien la responsabilité des complémentaires santé, ce qui me permet d'intervenir sur tout le scope santé, sécurité, prévoyance et particulièrement ici sur le sujet de l'actualité de la branche AT-MP. Voilà, ravi d'être avec vous ce matin. Très bien. Alors, juste pour vous présenter donc, le programme donc, de cette courte matinée, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 11 h, on aura 4 temps forts en fait lors de cette présentation. Donc, on évoquera donc la thématique de l'absentéisme en 2025. On abordera ensuite les principales conséquences découlant de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026. Donc, très centré sur le sujet des accidents de travail, maladies professionnelles, bien évidemment. On évoquera ensuite l'ensemble des décisions de justice qui ont pu encore une fois aussi animer l'année 2025 et en s'orientant bien évidemment sur les conséquences pour vous, employeurs. Donc ça, c'est 45 minutes effectivement de prévu pour ces 3 premiers temps. Et on terminera bien évidemment par un dernier moment qui vous sera consacré et ce sera l'occasion pour vous de poser l'ensemble de vos questions et nous y répondrons bien entendu. Donc ce sera les 15 dernières minutes de cette courte matinée. Avant de commencer, on va effectivement vous poser une petite question, puisqu'on va parler d'absentéisme. On aimerait effectivement avoir votre retour terrain et on vous pose la question suivante. Avez-vous constaté donc une augmentation de la durée moyenne des arrêts de travail pour vos collaborateurs sur cette dernière année? Voilà, on vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage. Donc, je vois qu'effectivement, là, on a les premiers retours qui semblent plutôt s'orienter vers une réponse positive. Donc, on a un peu plus de 70% des votants. Là, ça commence encore à monter. On a passé le cap de 75%, donc qui confirme une augmentation de la durée moyenne des arrêts des collaborateurs, de leurs collaborateurs. Alors, justement, donc, parlons-en et donc de l'absentéisme sur l'année 2025. 4 points à aborder. Déjà, sur le plan statistique, ce qu'on constate, selon les différentes sources, après une analyse croisée des différentes études qui ont pu se positionner sur les stats consolidés sur l'année 2024, c'est qu'on a très clairement une tendance générale à la hausse en matière d'absentéisme. On va de 4,4% d'augmentation sur les hypothèses un peu plus optimistes, voire on monte jusqu'à 6%. Donc, on a une véritable progression très clairement de l'absentéisme. On est en moyenne à effectivement une augmentation de 5,5 par an en moyenne. Ça se traduit par quoi? Donc, ça se traduit en pratique par une durée moyenne des arrêts de travail qui est en constante augmentation. Là, on était à 23 jours en 2023, on est déjà à 24 jours en moyenne sur l'année 2024. Parmi les différentes causes majeures qui vont être avancées par ces différentes études, il y en a 3 qui ressortent. On a la part croissante des risques psychosociaux qui pèsent justement sur l'augmentation de l'absentéisme, avec un focus très prononcé sur une population active cadre jeune. Il y a également aussi la question des facteurs organisationnels et sociaux. Très clairement, ce qui est constaté, c'est un délitement du rapport au travail. On a une évolution effectivement qui tend plutôt vers un désengagement vis-à-vis de son activité professionnelle. Et c'est ce qui très clairement peut jouer un rôle dans l'augmentation de cet absentéisme et de la durée moyenne des arrêts. On terminera par aussi un point qui est ressorti, qui est peut-être un peu plus surprenant, mais effectivement, on constate aussi une extension progressive des troubles musculo-squelettiques dans le secteur du tertiaire, donc dans les métiers de service aux personnes, du conseil par exemple. Là où on appréhendait classiquement le TMS plutôt du côté du secteur tertiaire, sur des métiers à risque, avec une notion de tâches répétées, le nettoyage, ça pouvait être par exemple le BTP ou l'industrie ou le secteur de l'agroalimentaire. Là, on constate aujourd'hui que le secteur tertiaire commence à être touché.
Et parmi les sujets qu'on peut évoquer, il y a la question du télétravail, qui peut être en cause effectivement dans justement la part de ces TMS qui augmente, avec donc un poste de travail donc, qui est au domicile du collaborateur, donc qui peut poser des sujets, des questions sur la question de l'ergonomie de ce dit poste. Et toute la difficulté pour l'employeur, c'est qu'il n'a évidemment pas de prise sur ce poste de travail, qui est totalement éloigné de son lieu, du lieu physique de l'activité. Oui, pour compléter donc la question des troubles musculo-squelettiques dans le tertiaire et particulièrement dans le travail à la maison, on rajoutera aussi les quelques difficultés qu'on rencontre du fait à la maison d'être en lien direct avec des problématiques de type personnel qui peuvent affecter en réalité le collaborateur. Alors, le sujet de l'absentéisme, évidemment, c'est très, très préoccupant pour les entreprises. De fait, c'est également préoccupant pour la solidarité nationale, puisque nous avons des comptes sociaux qui sont dans un état qu'on peut qualifier d'inquiétant, 335 milliards de dettes sociales, c'est pas rien. C'est la raison pour laquelle la Caisse nationale de l'assurance maladie, à la demande bien sûr du législateur, a augmenté ses contrôles. Vous avez là un premier chiffre, hein, les médecins généralistes qui sont les primo-prescripteurs des arrêts de travail sont plus volontiers contrôlés pour qu'ils soient accompagnés le mieux possible dans cette prescription. On sait que c'est une consommation forte. Dans la mesure où le dossier médical partagé n'est pas complètement installé, on a des profils qui peuvent consulter plusieurs fois jusqu'à trouver l'arrêt nécessaire à leur repos et sur des questions on y reviendra, de maladies plutôt psychiques, psychologiques, très difficiles, bien sûr, pour renseigner, pour objectiver, pour un refus. Donc, on a ce problème-là. Et dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le législateur, malgré la résistance farouche du mois de janvier des médecins, entend augmenter son contrôle, à savoir qu'elle maintenant conditionne ce que nous vous avons indiqué avec Maxime, c'est-à-dire la primo-prescription, parce que ce qui est extrêmement coûteux pour les entreprises comme pour les assureurs, publics comme privés, publics, bien sûr, les branches, privées, celles qui assurent la prévoyance, ce sont les arrêts de travail longs. Donc, vous voyez qu'on cherche à les circonscrire. Et il y a quelque chose de très intéressant qui est introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale, c'est que s'il y a renouvellement et s'il y a sollicitation nécessaire, la caisse primaire et le service du contrôle médical pourraient à l'avenir être saisis. Ça a l'air d'être anecdotique. Jusqu'à présent, ça n'est pas du tout inscrit dans le Code de la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous voyez qu'on va passer non pas d'un système absence de contrôle à contrôle, pour ne pas dire en fait autorisation. C'est une brique qui est intégrée désormais. C'est-à-dire que le médecin a la possibilité de demander un conseil au médecin conseil de caisse. Vous avez compris que la prochaine étape, elle est souhaitée par les tutelles, c'est qu'en réalité, le renouvellement soit soumis à avis. Ce qui était le ticket modérateur historiquement. Le système, vous le voyez, a fait l'objet d'une sacrée résistance des médecins qui refusent les contrôles. Donc, c'est un vrai sujet qui n'a pas fini d'ailleurs d'être abordé. La Caisse et les autorités ont bien l'intention de revenir sur ce sujet-là. L'entrée en vigueur, vous le voyez, septembre 2026, c'est-à-dire qu'on attend concrètement les décrets d'application. Bien sûr, on reviendra auprès de vous si en septembre, ça tarde un petit peu. Juste pour terminer, donc, sur la question de l'absentéisme, on rappellera que vous, employeurs, vous n'êtes pas complètement démunis pour agir sur le sujet. Donc, en parallèle, voire même en appui justement de cette action de l'assurance maladie qui va être déployée, sachez que vous avez des possibilités d'action directe. Et notamment, je vous cite ici à titre d'exemple l'idée de la contre-visite, qu'elle soit donc d'ordre administrative, si vous l'êtes déployée par voie d'huissier, donc de commissaire de justice, selon leur nouvelle appellation, ou par l'intermédiaire d'un médecin. Donc, je dis ça parce qu'effectivement, nous, côté préventif, on a mis en place une plateforme dédiée donc, au déploiement des contre-visites qui s'appelle contrevisiteenligne.com. Continuons, nous enchaînons. Julien a commencé à en parler de cette loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026, donc adoptée sur le gong, seulement voilà, quelques heures avant le passage à la nouvelle année, donc via la loi du 30 septembre 2025. Alors, si on s'intéresse aux principaux éléments qui vont viser la thématique accident de travail, maladie professionnelle, on va ressortir
un élément assez important, puisque ce qui semble être prévu, ce qui semble être sur les clous, dans les clous, pardon, c'est une réforme en profondeur de la procédure individuelle de reconnaissance des maladies professionnelles. Oui, en lien avec ce que nous disions tout à l'heure, et notamment sur cette nouvelle charge mentale que renseignent les collaborateurs auprès des professionnels de santé, qui est le syndrome d'épuisement professionnel, il y a la saisine des comités régionaux de reconnaissance des maladies pro. Pourquoi la saisine de ce dispositif? Parce que le droit des maladies professionnelles est très circonscrit. Et si la maladie renseignée n'est pas visée par un tableau, et si cette maladie devait être visée, les conditions de la loi n'étaient pas remplies, eh bien, le mécanisme d'imputabilité automatique qui déclenche finalement votre garantie eh bien, ne joue pas. Donc, les comités régionaux sont extrêmement saisis, typiquement de maladies, disons, en lien avec le syndrome d'épuisement professionnel, qu'on connaît plutôt avec le burn-out, par exemple, et ça a causé de sacrées difficultés sur lesquelles Maxime va revenir. Voilà, donc il y a des difficultés pratiques qui découlent de cette procédure qui, pour rappel, n'est pas récente. Pour le coup, elle existe depuis le début des années 90. Et donc, on a identifié en fait quatre points qui posent sujet. On a la problématique des délais rallongés, puisque pour rappel, quand vous êtes dans le cadre d'une procédure de reconnaissance individuelle, vous passez à un délai d'instruction total de 8 mois, donc 240 jours au total, là où sur une procédure dite procédure tableau, vous êtes sur un délai maximum de 4 mois. Donc, ce qui est quand même pas neutre pour les parties, mais même également pour la caisse primaire d'assurance maladie. Ce sont des instructions plus complexes, puisque, comme le disait Julien, on se détache de la logique des tableaux, on individualise l'approche du dossier, donc ça donne lieu à des questionnaires qui sont parfois beaucoup plus riches. Le burn-out, par exemple, c'est un cas très concret, avec des questionnaires véritablement à rallonge, qui peuvent parfois s'étaler sur une quinzaine de pages. Donc, je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de pratiquer ce type d'instruction, c'est effectivement une charge de travail qui est très, très significative. Autre sujet, effectivement, à partir du moment où le recours au C2RMP implique une mobilisation médicale, donc des médecins de caisse, eh bien, on va se retrouver confronté à un problème logistique, c'est que les médecins sont en nombre insuffisant, ce qui débouche derrière inévitablement sur la dernière des conséquences, c'est qu'on a de fait des comités qui sont extrêmement surchargés et qui ne peuvent pas gérer le flux important de l'ensemble de ces procédures. Alors, face à cette situation, 2 points importants qu'on va ressortir de la loi de financement. Le premier point, c'est que je vais citer ni plus ni moins que le texte de l'article 95 de la loi. On a un décret donc en Conseil d'État qui sera pris après avis des organisations syndicales, des salariés et d'employeurs, qui aura vocation à déterminer les modalités générales d'établissement du diagnostic de ces maladies, ce en tenant compte des données acquises de la science. Pour être très concret, qu'est-ce que ça semble présager, en fait, cet article-là? C'est ni plus ni moins qu'une refonte complète des tableaux de maladies professionnelles, puisque Julien l'évoquait, on a 3 conditions dans le tableau de maladies professionnelles, dont celle liée à l'objectivation médicale. Très clairement, on entend revenir sur les modalités de diagnostic des maladies. Pour prendre un exemple concret, pour ceux qui pratiquent souvent les maladies, notamment le tableau numéro 57, vous avez la question de la maladie de l'épaule, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qui jusqu'à date, pour qu'elle soit objectivée, implique la réalisation d'une IRM. Et sans possibilité de pouvoir passer, sauf un contre-indication, par un arthroscanner ou un scanner. Là, très clairement, on va être sur un sujet où ce type de conditions médicales va être revu par le législateur à horizon, donc du coup ici, fin 2026, puisque l'engagement du législateur, c'est une mise en application pour le 30 septembre au plus tard. Donc ça impliquera là aussi un décret d'application. Oui, pour continuer sur ces tableaux, il y a là un allègement en réalité des conditions. C'est ça le sujet, c'est ça donc le risque, ce qui veut dire possiblement en termes de primes et de cotisations d'assurance et d'expertise, un effort qu'il faudra probablement faire est plus grand. Vous avez la condition de la prise en charge, justement, qui est fixée dans les tableaux des maladies professionnelles. En général, ce n'est pas très bien connu. Je vous en dis juste un mot et je vous dis ce que le législateur a fait au terme de cette nouvelle loi de financement de la Sécu. Ce qu'on appelle le délai de prise en charge, c'est le délai au terme duquel la maladie ne peut en principe pas être rattachée, en quelque sorte, un problème de causalité, à l'emploi qui aurait été prétendument à l'origine des souffrances. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tant que le collaborateur est exposé à un produit, à un geste répétitif, la présomption d'imputabilité au travail va jouer. Et le délai de prise en charge a ceci de commode que lorsque le collaborateur n'est plus exposé
soit qu'il a arrêté l'activité qui était susceptible d'être dommageable, soit qu'il est parti tout simplement de l'entreprise. Il y a, vous savez bien, dans les maladies, un petit délai d'incubation, c'est-à-dire entre le moment où l'organe est affecté et au moment où vous avez des éléments d'extériorisation de la maladie, bien s'écoule quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est ça, ce délai de prise en charge. Et le législateur le fixe. Quand je dis le législateur, c'est les partenaires sociaux et le législateur dessinent avec l'ensemble des personnes concernées combien de temps cette petite garantie subséquente, en quelque sorte, a vocation à jouer. Si donc l'une des conditions du tableau, notamment le délai de prise en charge, n'est pas renseignée, ça veut dire donc qu'il faut partir vers un dispositif un peu plus long qui a été décrit par Maxime pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Eh bien, la loi de financement de la sécurité sociale assouplit ce dispositif. Vous l'avez sur ce petit point 2. Si le délai de prise en charge, au fond, est en quelque sorte dépassé, eh bien, on va simplifier tout ça. 2 médecins experts, au moins médecins conseils de caisse, se réuniront et sur un coin de table décideront si, finalement, on l'a compris, ce serait la branche AT-MP qui aura vocation à payer, avec ce que je vous ai dit en propos liminaire, 335 milliards de dettes sociales. Le transfert est assez facile à faire entre la branche maladie et la branche AT-MP. On vous a rappelé les quelques conditions, néanmoins, mais qui interrogent tout de même sur la notion d'état antérieur, parce que les collaborateurs viennent quand même avec ce qu'ils sont, ils arrivent dans l'entreprise d'une expertise, il y a une mobilité plus grande, ce qui veut dire que l'état antérieur, les causalités auxquelles probablement l'entreprise, nouvel employeur complètement étrangère, vont finir par être lissées de proche en proche. Et nous verrons quelques exemples tout à l'heure de jurisprudence qui attestent que le juge est assez libéral, en fait, sur cette notion d'état antérieur, de cause à l'origine duquel se trouve un autre employeur. Et c'est lourd quand même pour le dernier employeur chargé d'accompagner dans l'emploi l'un de ses nouveaux collaborateurs. Mise en application, vous voyez, pour le 1er janvier 2027, on a compris que les caisses n'étaient pas prêtes complètement, ni les décrets d'application de prix. J'indique que dans le contexte d'instabilité politique, les ministères sont en difficulté en réalité pour piloter ce type de décret. Donc, 1er janvier 2027, à suivre, on sera en pleine campagne. Donc, on reviendra vers vous pour vous dire précisément où en est l'état de l'art, en quelque sorte, sur ce sujet. Je propose qu'on continue donc sur l'indemnisation des AT-MP. Oui, l'indemnisation des AT-MP, vous avez un nouveau dispositif qui jusqu'à présent, un dispositif ancien qui jusqu'à présent ne limitait pas dans le temps l'indemnisation des AT-MP, c'est-à-dire que le législateur repoussait, pour faire simple, jusqu'à la guérison. Nous avons mis là les quelques cas particuliers, la guérison, la consolidation de la blessure, c'est-à-dire reporter très tard, finalement, la garantie. Et plus la garantie est reportée dans le temps, plus l'effort de la collectivité des employeurs est grand, puisque évidemment, c'est une opération d'assurance. Et les arrêts de travail longs dont je vous parlais, qui sont extrêmement coûteux, c'est vrai pour la branche maladie, c'est également vrai pour la branche AT-MP. Vous voyez, article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, eh bien, le législateur a décidé de caper dans le temps, en réalité, la couverture pour plus rapidement que par le passé, faire glisser le salarié vers un autre dispositif que le paiement des IJ, parce que c'est ça notre sujet, donc vers le mécanisme de la rente ou du capital. Et ça, c'est très, très significatif, une fois encore, de la volonté des tutelles et du législateur de limiter dans le temps, en réalité, le paiement des indemnités journalières, avec 2 fonctions. Une fonction, vous voyez, très, correctrice des dépenses macro, que ce soit pour la branche maladie ou la branche AT-MP, première intention, et puis une intention préventive, c'est-à-dire qu'à l'aune de la limitation dans le temps de la couverture des IJ, bien réfléchir en réalité au maintien du collaborateur dans l'absence au temps et lieu du travail, ce qui aura nécessairement des incidences le moment venu en termes de garantie incapacité, invalidité. Pourquoi? Parce que vous avez compris ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de transfert. On l'a vu sur la complémentaire santé,
vous allez le voir sur l'incapacité invalidité décès. C'est-à-dire que puisqu'on a capé le paiement des revenus de complément, ça veut dire l'incitation du législateur pour que la prévoyance soit développée en entreprise. C'est en cours et c'est en lien précisément avec la tentation de la généralisation de la prévoyance, ce qui va évidemment causer des problématiques, évidemment, on a compris, d'organisation dans l'entreprise de la couverture de ce nouveau risque, mais c'est surtout parce que ça va affecter bien sûr la capacité du collaborateur à la payer. Ça va donc être un problème que vous allez rencontrer en qualité d'employeur pour correctement équilibrer la garantie santé et la garantie incapacité invalidité. Voilà un autre sujet de préoccupation que le législateur nous réserve sans vraiment le dire. Pour continuer, donc toujours sur la loi de financement de la sécurité sociale, et alors, autre question qu'on souhaiterait vous poser avant de parler justement de cette fameuse tarification pour l'année 2026. Avez-vous identifié sur vos comptes employeurs, et plus précisément le compte employeur 2024, voire les suivants d'ailleurs, d'éventuelles imputations qui découleraient de la réforme intérim? On y reviendra dans quelques instants sur cette fameuse réforme. Alors, pour l'instant, c'est plutôt négatif. Nettement négatif. Très bien. Donc, on a les quelques premières réponses semblent effectivement relever le fait que vous n'avez pas spécialement donc relevé sur vos comptes employeurs. Alors, juste pour rappeler, le compte employeur, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver sur le compte ATMP, sur Net Entreprise, qui va recenser en fait l'ensemble de vos accidents de travail, maladies professionnelles, qui vont venir intégrer le calcul de vos taux de cotisation AT. Alors, justement à ce sujet, pour y revenir, donc du coup sur la tarification ATMP 2026, il y a 2 points qu'il faut mettre en avant. Déjà, donc on a la mise à jour donc traditionnelle, donc des coûts moyens et des taux collectifs pour l'année 2026. Alors traditionnellement, effectivement, on suit donc le calendrier de la loi de financement de la sécurité sociale. On a retrouvé une temporalité entre guillemets normale, puisqu'ici, tout a été adopté fin du mois de décembre. Vous rappeler pour 2025, ce n'était pas tout à fait la même chose, puisque les arrêtés n'ont été publiés que courant du mois d'avril. Donc, effectivement, on avait un vrai décalage dans le temps. Ici, les tendances, c'est une diminution, alors très faible diminution quand même du taux net incompressible. Donc, c'est pour rappel, le taux net incompressible, c'est le taux que les employeurs qui vont cotiser sur une base de tarification individuelle vont payer à minima dès lors qu'elles n'ont pas de sinistralité, dès lors qu'elles ont 0 accident de travail, maladie professionnelle. Malheureusement, vous ne payerez pas une cotisation égale à 0, vous payerez en tout état de cause un taux incompressible qui est le taux représentatif des charges de la sécurité sociale, qui intègre les charges de la sécurité sociale, pardon. Le taux net moyen national de cotisation, donc tout secteur d'activité confondu, qui est en léger infléchissement, qui passe à 2,08 pour cette année contre 2,12 l'année dernière. Par contre, ça, ce qui ne bouge pas et qui continue d'augmenter d'année en année, c'est effectivement le montant des coûts moyens qui est en moyenne en augmentation une nouvelle fois cette année, puisqu'on est, en ce qui concerne le coût des IJ, des indemnités journalières ou des incapacités permanentes, sur une augmentation globale de l'ordre de 2,5 par rapport à l'année précédente. Et là, si on focus un peu plus dans le détail, on constate que, par exemple, les taux d'incapacité permanente compris entre 10 et 19% en moyenne augmentent de 7%. Ce qui représente en valeur absolue une augmentation de l'imputation de l'ordre de 4 à 5 000 euros en moyenne. Donc, ce qui est colossal d'une année sur l'autre. Donc, vous vous en doutez, au vu des considérations qu'on a pu vous présenter tout à l'heure sur les orientations plutôt budgétaires, ce n'est pas une tendance qui semblera aller en s'inversant pour les années suivantes. Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est une nouvelle fois, c'est cette augmentation des coûts moyens. Alors, le deuxième point important, effectivement, et qui est majeur sur la tarification ATMP, c'est l'entrée en vigueur de cette fameuse réforme de l'intérim, de la tarification des intérimaires, donc qui découle d'un décret, le décret du 5 juillet 2024, qui était le fameux cadeau de départ du gouvernement Attal avant l'arrivée du gouvernement Barnier, puisqu'effectivement, ici, on a donc ce fameux décret qui a été adopté donc courant de l'été et qui porte une réforme majeure. Pour rappel, l'idée de cette réforme, c'est que pour tous les sinistres qui sont survenus à compter du 1er janvier 2024,
le taux de cotisation accident de travail qui intégrera pour la première fois donc, ces imputations, donc en l'occurrence ici, le taux de janvier 2026, eh bien, sera impacté pour les entreprises utilisatrices à hauteur de 50% du coût qui va se rapporter et au jour d'arrêt et au taux d'incapacité permanente. Pourquoi on dit que c'est une réforme majeure? Tout simplement parce que jusqu'au 1er janvier 2026, vous, entreprise qui aviez recours à l'intérim, vous ne cotisiez en pratique que très rarement en fait, sur les accidents de travail dont avaient été victimes vos intérimaires. On va mettre de côté l'exception qui est l'hypothèse de l'accident ou de la maladie grave, notamment lorsqu'elle débouche sur un taux d'incapacité de 10%. Vous assumiez jusqu'alors en fait un tiers du coût représentatif de la rente. Aujourd'hui, vous voyez que c'est majeur puisque vous allez supporter 50% de l'entièreté des imputations se rapportant au risque. Donc, pourquoi on vous pose la question? C'est tout simplement parce que c'est très perceptible en fait sur vos comptes employeurs à date. Si vous avez recours à de l'intérim, je vous invite véritablement à être vigilant sur ce point. Vous allez constater en fait sur vos comptes employeurs, à partir de 2024, l'apparition de toute une série d'imputations en lien avec vos collaborateurs intérimaires. Elles sont très facilement identifiables. Vous allez le voir apparaître avec une petite colonne sur la droite de l'imputation référencée en 50-50. Et voilà, pour certaines entreprises qui ont recours à l'intérim, ça a été assez significatif en termes d'augmentation de charges. Et je vous dis, c'est un point de vigilance parce que concrètement, nous, notamment avec les entreprises avec lesquelles on est amené à travailler, on constate, comme chaque réforme qui rentre en vigueur, de nombreuses erreurs et des erreurs qui peuvent être contestées. Donc, véritablement, on vous invite à être très vigilant dans le contrôle et l'étude de vos taux de cotisation pour l'année 2026. Pour rappel sur le timing et le calendrier, alors, je parlais d'entrée en vigueur. En définitive, on est sur une entrée en vigueur partielle pour le taux 2026, puisque, vous savez, un taux de cotisation, il intègre 3 années de tarification. Et donc, la première année qui intègre la réforme, c'est l'année 2024. Donc, vous avez une entrée en vigueur qui est partielle, qui le restera encore pour 2027, puisqu'on a l'intégration de l'année 2025. Et au final, la réforme sera pleinement effective à compter du 1er janvier 2028, puisque les 3 années de taux seront impactées par cette réforme. Donc, on aura les années 26, 25 et 24. Voilà en ce qui concerne effectivement la présentation des principaux points de la loi de financement de la sécurité sociale. Je vous propose qu'on enchaîne avec le troisième temps, donc il va être consacré aux principales décisions de justice qui ont été rendues sur 2025. Et l'idée, c'est de vous donner les clés, justement, pour appréhender au mieux, effectivement, les conséquences de ces décisions pour vous, employeurs, à l'horizon de cette nouvelle année. Alors, quelques décisions donc assez importantes, en tout cas, qui ont bien animé notre année, qui vont s'intéresser principalement à la procédure d'instruction ici, en tout cas. On a un exemple donc, de décision rendue ici par la Cour de cassation, donc la deuxième chambre civile, en date du 5 juin 2025. Et concrètement, ici, on s'intéresse en fait au délai d'instruction en lien avec la procédure dite C2RLP, dont on a parlé tout à l'heure, la procédure individuelle. Pour rappel, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, on a un délai spécifique de mise à disposition des pièces qui est porté à 40 jours francs. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt, elle est venue préciser deux points importants pour vous, employeurs. Je vais la citer, en l'occurrence. Elle nous précise que le délai donc, des 40 jours francs, donc, il intègre une phase dite d'enrichissement du dossier d'une durée de 30 jours. Alors, c'est là où c'est le premier rapport, si je puis dire, entre guillemets, qui va venir assez intéressant, c'est que la Caisse, comme les parties, je cite, peuvent compléter le dossier à cette occasion. Toutefois, le non-respect de ce délai ne sera pas sanctionné par l'inopposabilité de cette décision à l'endroit de l'entreprise. Alors, ça vous est très clairement adressé à vous, employeur, puisque la sanction de l'inopposabilité, c'est une sanction dont peut prévaloir l'employeur pour tout simplement ne pas être facturé de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sur sa tarification AT-MP. Donc voilà, première nouvelle pour vous, je vous informe de cela, c'est que dans l'hypothèse d'une pathologie qui est traitée par le C2RMP, et donc, si on prolonge, si toutefois, dans le cadre de cette instruction, la Caisse ne respecte pas les délais, eh bien, vous ne pourrez pas vous prévaloir d'un vice de procédure pour ne pas être facturé. Alors, le deuxième apport, toujours, entre guillemets, c'est effectivement un point plus problématique, on pourrait le dire d'un point de vue strictement philosophique, c'est que la Cour de cassation nous dit que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou de ses représentants impose la fixation de dates d'échéance commune aux parties. Jusque-là, on peut se dire qu'il n'y a rien de très choquant, ça me semble assez louable comme déclaration. C'est là où ça devient plus problématique, c'est lorsqu'elle nous dit derrière que dès lors, il convient de retenir que le délai des 40 jours ne commencera à courir qu'à compter de la date à laquelle le comité sera saisi. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir un délai d'enrichissement
qui ne sera pas signifié à l'employeur par courrier et qui pourra commencer à courir avant même que son destinataire, en l'occurrence à la fois le salarié et l'employeur, en sera véritablement informé, donc on sera notifié. Ce qui signifie que la caisse en pratique, qui elle aussi dispose de ce délai de 30 jours pour enrichir le dossier, eh ben, elle sera informée bien avant les parties et donc disposera d'un délai matériel beaucoup plus important pour enrichir le dossier. Donc c'est là où, quand on parle d'économie générale de la procédure d'instruction, c'est là où on peut être un petit peu entre guillemets dubitatif. On parlerait plutôt, si on est concret, quand on lit ça, d'économie générale à deux vitesses. Si on doit résumer tout ça, effectivement, je pense que vous l'aurez compris, on est très clairement sur une nouvelle restriction des droits de l'employeur dans le cadre de cette nouvelle décision de justice. Oui, peut-être pour compléter, Maxime, c'est assez conforme à ce qu'a été historiquement, finalement, la matière, c'est-à-dire quelque chose qui relève plutôt d'une police administrative spéciale, c'est-à-dire que les tutelles sont à la manœuvre et la notion de contradictoire est instillée avec beaucoup de difficultés. Et il aura fallu un travail dur des avocats conseils des entrepreneurs et des employeurs pour essayer de faire plier. Et vous voyez qu'il y a une espèce de traction des tutelles sur le sujet des caisses pour en réalité instruire presque unilatéralement. Et ce sujet-là de la contradiction, dont l'effet, Maxime le rappelait, c'est d'une opposabilité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la facture qui va échapper à la caisse parce que l'employeur en sera dispensé. Dans une économie de pénurie, vous voyez que la Cour y est sensible, manifestement. Alors, autre décision, effectivement, toujours rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation cette année. Donc, un arrêt, effectivement, donc rendu le 26 juin 2025, alors qui s'intéresse ici donc aux conditions du tableau de maladie professionnelle. Alors, je vais commencer par citer effectivement l'attendu de principe de ce magnifique arrêt, une nouvelle fois. Donc, il résulte, je cite, des dispositions combinées des articles de la sécurité sociale, du Code de la sécurité sociale, que sauf disposition contraire, c'est à la date de déclaration de la maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical, que doivent s'apprécier le respect des conditions du tableau. Alors, qui apprécie, pour rappel, le respect des conditions du tableau? C'est bien évidemment la caisse, dans le cadre de son instruction. Alors, l'effet d'espèce, ici, on avait le cas donc d'une pathologie, en l'occurrence une pathologie visée par le tableau 57, de mémoire, c'est une pathologie du coude, qui avait été constatée pour la première fois le 3 mars 2015. C'est-à-dire que le 3 mars 2015, la salariée présentait pour la première fois donc, effectivement les symptômes de la dite maladie. Et ce qu'on a constaté donc à la lecture des faits, c'est qu'ici, le juge d'appel qui avait été saisi de ce contentieux avait retenu pour caractériser le respect des conditions du tableau une période d'exposition, donc qui était l'une également des conditions du tableau, qui était comprise entre le 7 avril 2015 et le 2 mars 2018. Alors, je vous confirme, il n'y a pas de coquille dans la slide. C'est assez déroutant puisque, de fait, on a une période d'exposition au risque qui est retenue pour confirmer le caractère professionnel de la maladie, qui est postérieure à la date d'apparition des symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 4 conséquences qu'on va retirer. De fait, on a une neutralisation de la portée de la date de première constatation médicale, donc, sauf effectivement pour le délai de prise en charge, nous dit la Cour de cassation. Et en fait, on a donc, ce que je disais, la prise en compte de périodes d'activité ou d'exposition qui sont postérieures à l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Ce qui pose très clairement une question sur le fait de savoir sur quoi repose véritablement le lien de causalité en fait, entre la maladie et l'activité professionnelle. Et oui, pour continuer, ce qu'il y a de particulier dans cette affaire et qui montre l'approche très globalisante de la Cour de cassation sur le sujet, c'est que ce tableau 57 fixe 2 conditions, si vous voulez, pour que le principe d'imputabilité fonctionne. La première, c'est un temps d'exposition alors que le collaborateur n'est plus, un temps de gestation en quelque sorte, alors que le collaborateur n'est plus exposé. Et seconde condition, un temps d'exposition relativement long. Et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. C'était une couturière qui a changé d'emploi, changé d'employeur. Et lorsque le premier certificat médical est fait, tandis qu'elle travaille pour un premier employeur, elle ne répond pas aux conditions du tableau, elle n'est pas restée 1 an. Elle a été embauchée ensuite chez un autre employeur pour lequel elle faisait le même métier. Et vous voyez ce que vous disiez tout à l'heure en propos liminaire, c'est qu'en réalité, la Cour de cassation ne raisonne pas employeur par employeur, parce que si elle avait procédé de la sorte, la salariée ne répondait pas aux conditions du tableau des maladies professionnelles. Et donc, en décalant
cette problématique, ce que vous expliquez, Maxime, non pas à la date du certificat médical initial, mais à la date de la déclaration à la caisse, c'est-à-dire des mois et des années après, dans le cas particulier, eh bien, vous empêchez en réalité l'employeur de venir montrer une cause étrangère. Parce que dans le cas particulier, ce qui probablement explique le dommage, c'est certes une exposition à un travail répétitif, personne n'en doute, mais cette personne qui a déclaré cette maladie très tôt auprès de son premier employeur, sans avoir répondu aux conditions, avait probablement, en réalité, ce qu'on appelle une prédisposition. Et voyez que, une fois encore, c'est la branche NTMP ici qui va être sollicitée, au lieu de place et pour partie de la branche maladie et de l'assureur de personnes du salarié. Donc, c'est un mécanisme, en réalité, ce qu'on vous disait, qui va augmenter l'intensité juridique de votre obligation de garantie lorsque vous embauchez un collaborateur qui, sur un même métier, change régulièrement d'employeur, ce qui est le cas notamment sur ces métiers de l'entretien, ces métiers de la confection. Donc ça, c'est un sujet de préoccupation. On y reviendra. Pas relativement à cette situation qui vous échappe en qualité d'employeur, parce que vous voyez bien que la main ne vous est plus donnée, mais sur la question du paramétrage de vos conseils que vous avez l'habitude de solliciter dans les contrats, et puis éventuellement d'une assurance que vous auriez souscrite en cas de faute inexcusable. J'y reviendrai. Alors, on continue, donc du coup, toujours sur les principales décisions de justice qui ont émaillé, qui ont animé l'année 2025. On va parler des lésions psychiques déclarées en accident de travail, avec une question qui vous est posée une nouvelle fois. Avez-vous été confronté récemment, on va dire à l'année 2025 par exemple, à des déclarations d'accident de travail au titre de lésions psychiques? Voilà, on parle bien de déclaration d'accident de travail. Encore a priori une écrasante majorité en faveur du oui. Donc, il y a 73% là en l'état, effectivement, de réponses, 71. Alors, c'est important effectivement, effectivement de partir des réalités et de ce que vous rencontrez sur le terrain, puisqu'effectivement, c'est quelque chose c'est une tendance qu'on voit se dégager de plus en plus, c'est-à-dire de nombreuses déclarations d'accidents de travail qui sont réalisées au titre, encore une fois, de chocs psychologiques, de lésions d'ordre psychique. Là où classiquement, on envisageait la lésion psychique plutôt sur le terrain de la maladie professionnelle, je viens parler du burn-out, on constate aujourd'hui effectivement un déport, en tout cas moins en partie, de la déclaration de ce type de lésion au titre, cette fois, d'un accident de travail. Alors, pour rappel, justement, on parle d'accident de travail, quelles sont les conditions de reconnaissance et de qualification d'accident de travail? Pour citer le code de la sécurité sociale, il est considéré comme tel, donc un accident de travail, et quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Alors on dit l'accident, on en parlera quand on évoquera la question des malaises. En réalité, c'est plutôt l'idée que la lésion se manifeste au temps et lieu de travail et qu'on puisse la rattacher à un événement horodatable. C'est-à-dire que vous avez une lésion qu'on va effectivement ensuite rapprocher donc d'un événement précis, donc qui est survenu tel jour à telle heure, et donc on a ce qui qualifiera ici l'événement déclencheur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, les lésions psychiques, très clairement, sont éligibles, pour peu que vous respectiez justement les critères de qualification d'accident de travail, à cette qualification professionnelle et donc à la présomption d'imputabilité. On a deux exemples ici, de l'année 2025, en termes de jurisprudence, donc un en provenance de la Cour d'appel de Nîmes et un autre de la Cour d'appel de Bordeaux. On a un premier cas, donc ici, une salariée en télétravail qui, pendant ses horaires, va se retrouver en état de sidération, de pleurs, après avoir pris connaissance d'un courriel de sa supérieure hiérarchique. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la collaboratrice est allée faire objectiver le jour même sa pathologie et le médecin prescripteur a constaté un choc émotionnel qui découle directement effectivement des faits que je vous ai présentés. Ici, le juge retient une qualification d'accident de travail puisqu'il estime que les critères de qualification sont réunis. Avons-nous un événement déclencheur? A priori, oui, ici, puisqu'on parle de la prise de connaissance du courriel, donc la lecture du courriel. Avons-nous la lésion qui lui est rattachée? Effectivement, oui, le fameux choc émotionnel. Donc, on a ici des critères de qualification de sinistre professionnel qui sont bien réunis. Autre hypothèse, alors cette fois ici, la Cour d'appel de Bordeaux, elle a écarté la qualification d'accident de travail. On a un chef de rayon en larmes sur son lieu qui, après un appel client, a invoqué un choc psychique, ce pour obtenir une reconnaissance de qualification d'accident de travail. Ici, ce qui est important, c'est que le juge a effectivement écarté la qualification d'accident
non pas en s'intéressant véritablement ou en remettant véritablement en cause la réalité des circonstances, notamment l'appel client qui a pu effectivement déboucher sur une situation compliquée pour le salarié, mais en se fondant plutôt sur une problématique de temporalité, puisque le salarié n'est allé consulter son médecin pour la première fois que 2 mois après la survenance de l'événement. Donc, le juge s'est retrouvé confronté à un problème, c'est il se refusait en fait à retenir un lien de causalité entre un événement et une lésion qui n'a été constatée que 2 mois plus tard. Et donc, dans cette hypothèse, la qualification d'accident de travail a été écartée par le juge. Ce n'est pas le scénario le plus fréquent. Hein. L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, on va retrouver un peu plus fréquemment, c'est plus des configurations que vous retrouvez dans le premier arrêt. Hein. Je vous le dis, hein, c'est une tendance qu'on constate de plus en plus avec donc, ces lésions psychiques qui sont de plus en plus déclarées en accident de travail. Le temps file, donc j'avance. On va parler des malaises également. Donc, toujours sur les questions de qualification d'accident de travail, petit rappel de terrain. Pour les caisses et certains juges, pour ne pas dire beaucoup de juges, le malaise constitue, par sa seule survenance, un accident de travail au sens de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale. Peu important la nature exacte des lésions, c'est-à-dire que parfois vous avez des certificats médicaux initiaux qui sont très évasifs, hein, c'est la nature exacte des symptômes, hein, on renvoie vaguement à la notion de mal-être, de malaise, sans détermination précise de la nature exacte de la pathologie. Et alors c'est là où c'est plus problématique, peu importe également la caractérisation d'un événement préalable déclencheur. Donc, par exemple, un effort physique ou une exposition à un stress qui pourrait être à l'origine du malaise. Et ça, c'est problématique parce que là où je vous disais sur la question des lésions psychiques, on avait une corrélation entre une pathologie et un événement initial, donc par exemple un appel téléphonique. Dans le cas des malaises, on considère que le malaise, la lésion et le fait se confondent. Le malaise constitue l'accident de travail. Et là, ici, hein, effectivement, on a quelques exemples qui démontrent la difficulté du cas des malaises. On a un premier cas dans la cour d'appel de Colmar qui se détache de ses confrères des autres juridictions, pour le coup, avec une salariée qui a déclaré avoir été victime d'un malaise avec vomissement à son domicile. Elle était en télétravail. Et elle impute en fait ce malaise à une visioconférence à l'occasion de laquelle il y aurait eu des propos qu'elle qualifie d'humiliants. La bonne nouvelle ici, c'est que pour le coup, la cour d'appel de Colmar est une juridiction qui fait un peu de résistance par rapport à ce que je vous décrivais sur la réalité de terrain. Ici, elle exige effectivement la caractérisation d'un fait déclencheur. Elle a écarté effectivement ici la qualification d'accident, puisque notamment, il n'y avait pas de témoins directs mis en avant, et c'est même plutôt l'inverse. On avait plutôt des témoignages contraires aux allégations de la collaboratrice. Pour terminer, et sur la question des malaises, on avait ici un deuxième cas qui a été traité par la cour d'appel de Bastia, avec une salariée victime d'un infarctus du myocarde sur son lieu de travail, qui est tragiquement décédée plusieurs semaines plus tard, ce à la suite de complications post-opératoires. Et alors, ce qui a posé problème dans cette décision, c'est qu'ici, l'employeur qui a contesté la qualification d'accident de travail, qui avait été retenu ici par la caisse primaire, il doit démontrer, en fait, pour écarter la présomption d'imputabilité, une cause totalement étrangère au travail. Et de fait, sur ce type de pathologie, il est bien souvent démuni, l'employeur. Il a peu de matière, il est obligé d'aller sur le terrain médical. Et de fait, il a forcément une vision très peu étayée du passif médical de son collaborateur. Et c'est pourquoi, en pratique, vous allez souvent être amené à solliciter auprès du juge donc le déploiement d'une mesure d'instruction, une expertise judiciaire ou une consultation sur pièce, par exemple. Et là, la Cour d'appel de Bastia, face à une situation où l'employeur, de son point de vue, ne rapportait pas la preuve ou un commencement de preuve de la cause totalement étrangère, a pour autant écarté le déploiement de la mesure d'instruction, et je cite l'arrêt, en l'occurrence, du point de vue de la Cour d'appel de Bastia, cette mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. C'est une position très critiquable, puisqu'ici, pour rappel, dans la philosophie de la mesure d'expertise, elle vise à pallier une impossibilité matérielle, ce qui était le cas ici de fait, l'employeur n'avait pas la possibilité matérielle de rapporter la preuve, et on n'était clairement pas dans une situation de carence, puisque la carence, elle suggère aussi une notion de faute de la part de l'employeur dans l'administration de la preuve. Pour résumer, je ne terminerai pas malheureusement avec une note d'espoir sur les malaises, mais de fait, les malaises sont de plus en plus difficiles à contester pour les entreprises. On arrive au bout effectivement de notre intervention. On voudrait vous poser une dernière petite question. On va parler de faute inexcusable. Avez-vous été confronté donc sur les dernières années, par exemple 2025, à un contentieux ayant trait à la faute inexcusable?
les réponses effectivement un peu plus équilibrées que les autres questions, soit 50-50. Oui. Je passe le slide. Oui, le sujet du contentieux de la faute inexcusable, l'idée est la suivante pour les avocats conseils qui représentent les salariés, c'est de ne pas particulièrement en vouloir à l'employeur, ce n'est pas le sujet, c'est d'essayer de maximiser, de majorer l'étendue des dommages et intérêts compensatoires, là où on le sait bien que la branche AT-MP n'indemnise que forfaitairement en réalité les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et la Cour de cassation, alors que ce régime que vous connaissez bien date quasiment du fin du 19e siècle, la Cour de cassation n'avait jamais en fait poussé loin les efforts pour améliorer l'indemnisation des victimes, alors exception faite probablement de l'amiante. Et l'Assemblée plénière, qui est la plus haute formation, la formation solennelle de la Cour de cassation, s'est réunie il y a très peu de temps, et ça a donné lieu à ce que nous avons appelé une valse à 3 temps. Le premier temps, je le rappelle, c'est que le principe, c'est que la rente AT-MP, qui est déterminante, indemnise en fait la perte des gains professionnels, bien sûr, futurs, l'incidence professionnelle, c'est-à-dire dans l'esprit de la caisse, c'est notamment les droits à la retraite, hein, parce que du fait de l'arrêt du travail, le collaborateur ne cotise plus. Bon. Et puis également ce qu'on appelle le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire que la rente indemnise à la fois des préjudices patrimoniaux, la perte des rémunérations et ses suites, et un préjudice extra-patrimonial, c'est le déficit fonctionnel, la perte de la mobilité, etc. etc. Bon. Et le Conseil constitutionnel a eu à connaître de ce régime pour voir s'il ne portait pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel bien embêté, parce que depuis le 19e siècle, le législateur ne bouge pas et opte pour une réparation forfaitaire. Le Conseil constitutionnel interprète largement le droit de la Sécu, mais en le laissant en situation, en disant oui, bon, très bien, passons. Néanmoins, il faut que le collaborateur, la victime, soit beaucoup mieux indemnisé, et donc il ouvre les chefs de préjudice corporel, ce qui explique qu'un contentieux en faute inexcusable coûte beaucoup plus cher en réalité depuis une décision rendue en 2001. Alors, l'idée tant de Laval, c'est que on a les avocats conseils, en tout cas les avocats conseils des salariés, ont cherché à améliorer encore dans la droite ligne de la décision du Conseil constitutionnel l'étendue de l'indemnisation. Et la question a été posée de savoir, mais attendez, la rente, lorsque elle répare un déficit fonctionnel permanent, est-ce que ça c'est bien conforme au droit, alors que la rente c'est un multiple, c'est le salaire fois en réalité l'incapacité. Donc, ça n'a rien à voir. Et la Cour de cassation a fini par être convaincue. Vous voyez, c'est un arrêt récent, rendu le 20 janvier 2023. Et qu'est-ce que a été l'effet de cette décision? C'est d'augmenter les coûts de l'indemnisation des accidents du travail, puisque dans la mesure où la rente n'indemnise plus, au sens de la Cour de cassation, le déficit fonctionnel, en cas de faute inexcusable, l'avocat vient demander, en réalité, la réparation de ce nouveau chef de préjudice. Et si vous voulez, fort de cette ouverture, c'est un peu, si vous passez l'expression, un pied dans la porte, les avocats ont essayé de pousser un peu plus loin. Vous verrez, on vous mettra les slides, vous avez une première tentation, une deuxième, vous les découvrez rapidement, le temps en passe et on veut réserver un petit peu de temps en question. Je vais simplement vous inviter au temps 3 de la valse. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour de cassation, absolument convaincue qu'elle avait bien tranché, d'ailleurs dans le sens de son homologue du Conseil d'État. Bon. Donc on a pensé que cette amélioration de la situation des salariés ne ferait l'objet d'aucune contestation. Eh bien, étonnamment, accord national interprofessionnel du 15 mai 2023, les partenaires sociaux signalent à la Cour de cassation, donc au juge, que ce n'est pas son office que de s'occuper de l'économie de la branche AT-MP. Et donc, les représentants des patrons, les représentants des salariés ont, de concert, refusé la position de la Cour de cassation et ont contraint le législateur à censurer la plus haute juridiction française. Ça n'est arrivé en droit des responsabilités que depuis l'histoire
du droit civil français du 104 3 fois. Donc, c'est vous dire que la résistance, la bronca était forte, le législateur a repris la main, la rente a une nature hybride, elle indemnise et la perte des rémunérations et le déficit fonctionnel. Nous attendons les décrets d'application, vous voyez, reportés au 1er novembre 2026 pour savoir précisément comment tout ça va être calculé. C'est dire qu'on a là, cette fois-ci, un sujet fondamental de savoir la branche AT-MP, qui est une opération d'assurance pure, voilà, qui est une opération financée par les employeurs exclusivement. Est-ce que cette branche peut faire l'objet de corrections laissées aux juges? Et vous voyez bien que autant les juges ordinaires travaillent les conditions pour faciliter, si vous voulez, l'indemnisation des collaborateurs salariés, mais dans la limite, en réalité, qui est le contrôle des organisations concernées et du législateur. Donc voilà, on pourrait disserter. Nous avons proposé une petite question sur ce sujet pour clore la présentation et puis ensuite répondre à vos questions éventuelles. Il me semblait qu'elle était… Est-ce qu'elle a été… Ah, elle n'a peut-être pas été poussée. Attends, je regarde. Je pense qu'effectivement, on va enchaîner peut-être avec les questions qui vont nous être posées. Là, bon, ce n'est pas grave. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, donc on va donc un petit temps effectivement pour effectivement évoquer toutes les questions que vous avez pu nous poser. Alors il y a une question donc qui nous apparaît ici. Donc apparemment, je cite, il existerait une lettre circulaire de la table qui indiquerait qu'un acte survenu en cours de procédure disciplinaire ne pourrait pas être reconnu. Existe-t-elle réellement? Alors à ma connaissance, moi j'ai pas la connaissance de cette circulaire qui existerait. En tout cas, elle me semble a priori sur le fond très surprenante, pour vous le dire. Moi, j'ai connaissance de un petit peu de manière un peu plus officieuse de certaines circulaires qui pourraient exister. Elles sont pas plutôt, elles ne sont pas, enfin dire pardon, elles ne sont pas spécialement orientées dans ce sens-là. Donc malheureusement, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc je n'ai pas connaissance de cette circulaire. Alors nous avons également une série de questions dans le On va les répondre. Ah oui, très bien. Pousser en direct, effectivement. Alors, on a une autre question qui va nous être posée. Quelles sont les bonnes pratiques CV? Alors, j'imagine de contre-visite, peut-être, en lien avec les contre-visites, afin d'améliorer l'acceptabilité sociale et éviter les contentieux en discrimination. Avez-vous des idées? Alors, déjà, le premier point qu'il faut rappeler, c'est que la contre-visite, c'est un droit de l'employeur. Vous allez effectivement, et ça a été même confirmé par un décret de l'année dernière, en juillet de l'année dernière, qui est venu un petit peu cadrer les modalités de déclenchement des contre-visites. Donc, c'est votre droit, entre guillemets, que de faire contre-visiter votre collaborateur qui est en arrêt, soit maladie ou en arrêt accident de travail. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, effectivement, c'est toujours pareil, tout est dans la mesure, j'ai envie de dire, pour effectivement éviter d'être confronté à des problématiques de ce que vous disiez, d'acceptabilité sociale ou parler de discrimination. Si on prend un cas individuel, par exemple, sur lequel vous avez des suspicions, il est évident que entre déclencher un contrôle ou 2 contrôles par an ou en déclencher une quinzaine sur une période resserrée de 3 mois, oui, là, effectivement, on est sur un delta qui peut vous exposer à des problématiques de discrimination. Donc, l'idée, effectivement, dans votre approche, c'est bien évidemment d'avoir une approche qui va être raisonnée si vous entendez déclencher un contrôle. Sur l'acceptabilité sociale, donc si on raisonne à plus grande échelle, notamment sur d'éventuelles politiques de contre-visite, alors, il y a deux choses à envisager. Alors, c'est pareil, cette notion effectivement aussi de ne pas effectivement être dans une approche trop globale, c'est-à-dire de partir du postulat, je donne un exemple, de faire contre-visiter chacun de vos collaborateurs qui est en arrêt maladie, c'est une hypothèse. Il faut effectivement être assez plus dans une logique de ciblage de vos collaborateurs que de généralisation. Autre piste aussi, en termes d'acceptabilité sociale, si toutefois demain c'est un projet pour vous, entre guillemets, c'est peut-être d'y associer les instances représentatives de personnel, de dire que, en amont de tout ça, de dire que pour vous, côté entreprise, l'absentéisme est un sujet et que parmi les leviers que vous envisagez effectivement d'actionner, sur bien évidemment des cas très précis, vraiment sur l'idée de ciblage, ça fait partie de l'arsenal que vous vous réservez le droit d'actionner. Oui, pour compléter, c'est la question de processer en fait les situations dans lesquelles le législateur se réserve, dans l'intérêt de l'entreprise et des collaborateurs, la liberté de droit de procéder à ces contre-visites. Donc, c'est le cadre. Donc, quand on dit les choses, et peut-être en effet avec les instances représentatives, tout est au clair, c'est discuté, et le sentiment de discrimination qu'on peut entendre reste en fait dans le fort intérieur, puisque là, l'employeur a mis
le sujet sur la table, si on passe l'expression. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Alors, on a une autre question qui nous est posée: pour un choc émotionnel, quels éléments pouvons-nous avancer dans nos réserves afin de contester l'accident de travail? Quels sont les éléments de langage appropriés à employer, pardon, pour contester un choc émotionnel? Alors, du coup, une des les pistes à envisager, on peut s'inspirer en fait, des 2 décisions qu'on a partagées. Pour mémoire, on avait un arrêt là de la cour d'appel de Bordeaux qui avait écarté la qualification de l'accident, notamment sur des problématiques de temporalité sur le constat médical. Si par exemple dans votre dossier, vous avez demain un choc psychologique qui est déclaré et que vous constatez que le certificat médical, par exemple, n'est pas du jour, il a été réalisé 2-3 jours plus tard ou il vous a été transmis très tardivement, ça c'est un axe. C'est un axe qui vous permet de dire que, voilà, je prends une hypothèse, hein, vous avez un accident de travail qui vous est remonté, qui serait survenu le 15 janvier 2026. Si vous constatez que le certificat date par exemple du 18 janvier, c'est typiquement un élément de réserve qui peut être très porteur, qui peut être très efficace pour vous. Deuxième chose, alors il y a le constat médical. Vous pouvez aussi jouer sur le fait matériel en lui-même, qui va être mis en avant par le collaborateur ou la collaboratrice. On avait effectivement ici, hein, dans nos cas qu'on avait évoqués, des témoignages contraires. Donc c'est notamment si vous avez un choc émotionnel déclaré qui associe plusieurs collaborateurs sur le terrain, par exemple, une politique qui consiste, on est toujours dans la logique du process, hein, mais de faire témoigner vos collaborateurs qui ont pu être témoins de la scène, ça permet d'objectiver la situation et potentiellement d'identifier d'éventuelles contradictions. Donc vraiment être sur le sujet de la vérification du fait matériel et d'explorer tout ce qui peut être en lien avec l'absence de cohérence ou voilà, l'information tardive ou le constat médical qui n'est pas immédiat. Alors, une autre question, un inspecteur du travail nous a demandé de déclarer un accident de travail, tout signalement de harcèlement, ce même en l'absence d'un événement tel que pleurs, avant que l'employeur n'ait fait une enquête. Qu'en pensez-vous? Alors, la bonne réponse, c'est ça dépend. C'est-à-dire que ça va dépendre un petit peu, des autres éléments que vous pourriez recueillir. Alors, si l'inspection du travail est à l'initiative, ce qu'il faut bien évidemment, c'est se mettre en alerte, hein. Il ne faut pas rester évidemment inactif, hein, sur ce type de situation. Ce qu'il faut rappeler sur notamment l'obligation déclarative, c'est que vous êtes tenu, vous, employeur, de déclarer un accident de travail dès lors que vous êtes informé de la survenance potentielle d'un événement, et ce, sans avoir à vous faire juge de l'opportunité de le faire. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une information sur la survenance alléguée d'un accident, vous êtes tenu de déclarer auprès de la caisse. Donc, si elle vous remonte de la part de votre collaborateur, d'un éventuel témoin ou même de l'inspection de travail, la sécurité qu'on va vous préconiser, c'est bien évidemment de déclarer à titre conservatoire l'accident. Alors après, sur tout ce que vous mettez en avant sur voilà, l'absence d'événements, ça, c'est typiquement l'objet de la réserve que vous allez associer à votre déclaration. Donc, pour résumer, déclarez pour sécuriser votre position sur le respect des délais et d'y associer bien évidemment une réserve pour ensuite sécuriser vos droits pour l'instruction à venir, voire le contentieux à venir. Alors, une autre question qui a trait au malaise. Que conseillez-vous de faire en cas de malaise? Réaliser la déclaration ou attendre le retour du salarié à une consultation médicale? Un peu dans le même esprit, hein, sur voilà, la sécurisation de votre position. Alors, en cas de malaise, les 2 questions pareilles vont se poser. Dois-je déclarer? Puis-je contester? Donc là, même réponse. Moi, mon conseil, c'est que dès que vous avez une situation un peu litigieuse comme ça qui se manifeste au travail de travail, alors au-delà de toute l'action, hein, que vous pouvez avoir sur le plan médical et le volet préventif, mais il faut déclarer bien évidemment à titre conservatoire dès que vous avez connaissance de l'événement et d'y associer une réserve à titre conservatoire, donc notamment sur le plan médical. Alors, une autre question, vous êtes très inspiré, vous, on a une IPP prévisible à 25% par le médecin conseil de la caisse et qui est finalement attribué en deçà de ce taux par le C2RP. Comment l'employeur peut-il agir? Julien, ce que vous voulez. Eh bien, malheureusement, l'employeur ne peut pas agir parce que l'intérêt de la prévisibilité du taux, c'est d'ouvrir aux salariés le C2RMP. Et là, on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en principe, le taux de 25% est une condition de saisine du C2RMP. Et la jurisprudence qui assouplit la condition par la notion de prévisibilité donne à voir, et vous avez dû vous en rendre compte, des incapacités ensuite à 5-10% et qui sont imputées, alors qu'en réalité, jamais le C2RMP aurait eu vocation à être saisi. Donc l'employeur, malheureusement, déclare son sinistre. C'est un vrai sujet, et notamment, la prévisibilité a été
imaginées pour faciliter l'instruction des maladies ou des incidences psychologiques, psychiques. On a du mal à grader, parce que ce n'est pas comme un bras, un membre qui est cassé. C'est un vrai sujet. Alors, on a une autre question. Un arrêt de travail coché en arrêt longue durée ou maladie intervenu entre 2 arrêts de travail pour accident de travail. On sent la précision, on sent la réalité du cas, en l'occurrence ici. Doit-il être pris en compte dans la durée d'absence actée et donc déterminer la catégorie de coût moyen d'IT? Alors, pour tout vous dire, pour pas voilà, là, je risquerais de vous dire une bêtise, c'est-à-dire que sans études un peu plus poussées en fait, des pièces, notamment des certificats médicaux, ce sera malheureusement compliqué pour moi de vous répondre. Ça va dépendre effectivement du contenu du certificat en question, comment il est référencé, à quoi est-il rattaché, un accident de travail ou est-ce qu'il est rattaché à de la maladie simple. Dans le dernier des cas, s'il est coché comme tel, normalement, il ne vient pas imputer en fait la durée de l'arrêt sur les comptes employeurs, sur l'accident de travail. Mais encore une fois, je vous dis, là, malheureusement, j'ai forte chance de vous répondre, en tout cas par une bêtise, sans vision sur le dossier. Alors, comment contester le choc psychique déclaré noté? On en y a déjà un petit peu répondu à travers une précédente question. Alors, une autre question, puis-je contrôler mon salarié à son domicile si c'est un régime de sortie libre sans restriction d'horaire? Alors, ça, c'est une question qui nous est souvent posée. Alors, on a un régime de droit commun, effectivement, sur le régime des arrêts, qui fait obligation à votre collaborateur, lorsqu'il est arrêté, de rester chez lui sur les tranches horaires 9h, 11h, 14h, 16h. Donc, dans l'hypothèse où vous déployez le contrôle, dans ces configurations-là, c'est assez simple, puisque le contrôle aura lieu sur ces tranches horaires-là. Quid effectivement du régime de sortie libre, puisque c'est censé être un régime d'exception qui tend plutôt à devenir un petit peu la norme. Alors, à cela, une réponse qui nous est en fait donnée par le décret de juillet 2024, qui est venu un petit peu border le régime de contre-visite. On a une obligation en fait qui est faite au salarié lorsqu'il remet son arrêt de travail, l'arrêt de travail en question, d'informer l'employeur sur un lieu et un horaire possible de contrôle. Donc il y a cette information-là qui doit être formalisée par le collaborateur. Et la conséquence de cela, c'est que si cette obligation n'est pas respectée par le salarié, et ça avait été confirmé également en jurisprudence, eh bien, il rebascule de fait, en fait sur le régime de droit commun, sur les tranches horaires 9h, 11h, 14h, 16h. Donc la réponse est que oui, si cette information-là n'existe pas, vous pouvez faire contrôler votre salarié sur les tranches horaires 9h, 11h, 14h, 16h. Ce quand même il serait en régime de sortie libre. Et pour compléter, il n'est jamais inutile à partir du moment où il est en arrêt, de faire réaliser par vos services une fiche, en fait, une espèce, pas une to-do list, mais une explication de ce qu'il y a à faire, ce qui permet, en termes d'exécution loyale du contrat de travail de part et d'autre, de correctement informer chacun de ce qu'il a à faire. Très bien. Alors, on a une toute dernière question et puis après, du coup, ce sera le temps de nous quitter, entre guillemets. Globalement, il est constaté que les C2RP rendent des avis plutôt en faveur d'une reconnaissance. Disposez-vous de pourcentage sur cet aspect? Alors, avec ce niveau de détail, alors je parle sous contrôle Julien, moi, je n'ai pas cette statistique-là. Ce que je peux vous dire, par contre, sur les taux moyens de prise en charge, toutes maladies professionnelles confondues, on est de l'ordre de 60 à 65% de taux de prise en charge moyen, alors que la statistique est plutôt de 94% pour les accidents de travail. Donc, par contre, avec ce niveau de détail-là, je n'aurai pas l'information, malheureusement. Écoutez, voilà, on est arrivé effectivement donc à l'issue effectivement de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris part à cette intervention, en espérant que vous ayez effectivement appris des choses et que vous soyez mieux armés pour 2026. Merci pour votre attention, puis vos questions ont été très, très riches. Bonne continuation. Merci à tout le monde, à bientôt, au revoir. Au revoir.